Bonjour et merci infiniment de nous recevoir chez vous. Rencontre et nouveau numéro 276e. Nous avons une fois encore visité ces faits de société de chez nous, l'actualité sociopolitique avec les derniers développements qu'on a connus. On parlera également du Zimbabwe avec la situation qui s'est créée dans ce pays depuis maintenant 2 semaines où les choses ont bougé dans ce pays. Et pour en discuter, nous sommes entre confrères pour parler justement de ces deux faits majeurs de l'actualité sociopolitique aussi bien chez notre que sur le continent africain. À ma gauche, pour en discuter, Germain Pouli, le directeur de publication de Togo Réveil. Merci Germain de cette invitation. Merci Gérard pour l'invitation et bonsoir à tous les téléspectateurs. C'est cela. Avec Augustin Sizing, le directeur de publication de Code du Pays. Merci Augustin pour être présent sur ce plateau. Merci Gérard, et on est toujours disponible toutes les fois que vous nous invitez. Et puis, j'espère que ce sera un bon moment d'échange avec les téléspectateurs et téléspectatrices de RTDS. C'est ça, je le crois aussi. On va droit au but, on a vu ce qui s'est passé au Zimbabwe, à Harare, avec le président Robert Mugabe, qui entend s'y accrocher et puis finalement a cédé son fauteuil. Quelles étaient vos réactions quand vous avez appris cette nouvelle? Je commence par vous à tout hasard, Germain. Oui, il faut dire que ça a été une petite surprise, parce qu'il y a encore 2 semaines, on donnait l'impression que Mugabe maîtrisait la situation. Donc, en début de mois, il a viré son vice-président. Oui. Donc, ça donnait l'impression qu'il avait toutes les manettes en main. Mais on a vu au fil des événements donc, que la réalité du pouvoir était ailleurs. Ça s'est allé rapidement. Oui, ça a été très vite, surtout avec l'armée qui détient la réalité du pouvoir au Zimbabwe, comme dans la plupart des pays d'ailleurs au monde, et donc qui a eu donc son mot à dire. D'abord dans le cadre des affaires internes d'un parti politique, avant que donc le changement ne soit apporté sur le plan national, avec donc le départ inattendu donc, de Robert Mugabe, qui devait arriver au terme de son mandat seulement l'année prochaine. Augustin, quelle réaction dans les médias avec ce révélement de situation? Donc, disons que, en fait, c'est vrai que tout le monde a été plus ou moins surpris par rapport à ce qui s'est passé au Zimbabwe. Mais lorsqu'on y voit très bien, on peut sentir dès lors que le vieux lion a à un moment donné commis une petite erreur, celle de limoger, comme la Germaine l'a dit tout de suite, le vice-président qui était un peu comme saute de fer. Et lorsqu'il l'a limogé, on a senti quand même que c'est sa femme Grace qui était plus ou moins en pole position, et je pense que le peuple n'a pas tellement apprécié. Et puis l'armée, entre guillemets, a pris un peu ses responsabilités. Mais en fait, quand on voit le déroulement de la situation au Zimbabwe, on constate quand même qu'avec Mugabe, il y a eu quand même un certain nombre de réalisations sur le plan éducatif, il y a eu des réalisations sur le plan sanitaire, mais l'économie est mise à terre carrément. Et depuis un certain temps, le Zimbabwe est dans une situation extrêmement désastreuse et est pratiquement mise au banc par la communauté internationale, et les institutions de Bretton Woods ne sont pas en odeur de sainteté avec l'État zimbabwéen. Donc du coup, c'était quelque chose qui était plus ou moins prévisible, mais on ne l'attendait pas de sitôt. Comme on le constate, c'était l'année prochaine qu'il devait finir son mandat. Mais l'erreur qu'il aurait commise, qui était un peu comme la goutte d'eau qui a fait déborder les vases, c'est d'émettre son vice-président. Il a commis une telle erreur qu'il n'a pas réalisé que son vice-président Emerson Mnangagwa avait quand même une certaine, j'allais dire, relation très forte avec la même l'arrêté du pouvoir. Emerson, c'est lui qui avait l'arrêté du pouvoir. Oui, mais vous savez qu'avec Robert Mugabe, ces derniers temps, là, on parle beaucoup plus de sénilité au niveau du vieux, qui est un peu malade et qui n'a pas toutes ses capacités intellectuelles en plein temps, qui est vif à quelques moments de la journée, mais qui, de temps en temps, n'est pas, j'allais dire, détenteur de toutes ses facultés. De toute façon, ce qu'on constate quand même, Emerson était quand même
l'homme qui était vraiment derrière le chef de l'État. Maintenant, il y a le fait que Grace Mugabe... Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Naturellement, il a commencé avec Mugabe depuis 1964. Donc, vous comprenez qu'avec Mugabe, c'était une lutte jusqu'à l'indépendance. Et Mugabe restait au pouvoir. Lui aussi, en fait, pendant qu'il était derrière Mugabe, il travaillait loyalement. Mais je pense qu'il nourrissait dans son coin aussi des ambitions aussi inédites. C'est légitime. Donc, ce qui est légitime, naturellement. Donc, je pense que c'est la goutte d'eau qui a véritablement fait déborder les vases. C'était cette montée fulgurante de Grace Mugabe, qui, il faut le rappeler au passage, était en amont secrétaire et qui est montée d'une certaine manière extraordinaire. Mais je pense que le respect que l'armée avait pour Mugabe était tel que le coup d'État que l'armée a voulu faire n'avait pas vraiment l'image d'un coup d'État classique. C'était un peu comme un coup d'État de palais qui avait... qui faisait tout pour que ce soit en arrimage avec le respect de certaines règles constitutionnelles. C'est cela. Il le disait, hein, dans l'ombre de Mugabe se trouvait justement cette dame, Grace Mugabe. Alors, ce qui nous fait ouvrir une réflexion justement sur l'influence de ces premières dames hein, dans la gestion des affaires de l'État. Oui, il faut dire qu'on dit souvent derrière un grand homme, il y a une femme. Et elles sont présentes et de plus en plus elles veulent jouer le premier rôle. C'est vrai qu'elles s'organisent, hein, comme on l'a vu dernièrement au Niger, quand les premières dames se sont réunies. Elles sont un peu dans leur rôle, mais il y en a qui veulent, après arriver au pouvoir, on a vu un peu l'exemple aux États-Unis. On a vu au Ghana la femme de Rawlings sur plusieurs élections aussi où elle était candidate et ça n'a jamais véritablement marché. Mais au Zimbabwe, je crois que le vieux devrait partir incessamment d'une manière ou d'une autre et que sa femme se préparait donc déjà pour profiter de sa popularité parce qu'il faut le dire, Mugabe... bénéficier de l'aura de son mari. De son mari, donc pour passer. Alors que je crois que dans l'entourage, on voyait un dauphin, donc c'était le vice-président, ce qui est normal parce qu'habituellement, on n'est pas un vice-président n'importe qui. Donc c'est quelqu'un qui peut remplacer quand même le président. Et si Mugabe en a fait un vice-président, c'est que c'est un homme de confiance et c'est quelqu'un qui jouit quand même d'une popularité d'abord dans l'entourage du président, dans l'armée et puis dans une certaine frange assez importante de la population. On a vu un peu avec les derniers événements donc, que le vice-président était réellement assez préparé donc, pour succéder à Robert Mugabe. Hussein, nous réfléchissons justement sur le rôle de ces premières dames. Hein. Ce n'est pas exclu puisqu'on a vu en Europe, dans les pays occidentaux, aussi dans la grande démocratie, des femmes dans l'entourage immédiat de leur mari président. Non, naturellement. En fait, si tant est que derrière un homme, il peut avoir une femme, il est tout aussi important quand même qu'on sache calibrer l'influence de cette femme-là sur la vie politique publique et qu'on puisse avoir une idée sur l'emprise que cette femme peut avoir sur le chef de l'État. Parce que vous savez, par exemple, en Côte d'Ivoire, à l'heure de Gbagbo, on sait l'influence de Simone Gbagbo. Je pense que beaucoup de personnes, en fait, à un moment donné, ont estimé que c'est Simone Gbagbo qui a amené le président ivoirien à être jusqu'au boutiste par rapport à la reconnaissance ou pas de l'élection présidentielle à cette époque-là. Donc, je pense que, en fait, ce n'est pas quelque chose qui, en soi, est mauvais parce que la femme peut donner de véritables conseils. Mais il faut faire extrêmement attention parce que ça existe un peu partout, hein, dans beaucoup de pays africains comme en Europe, l'influence de la femme sur le chef de l'État. Mais quand ça dépasse les limites qui sont plus ou moins tolérables, eh bien, ça devient pratiquement un problème. Dans le cas d'espèce au Zimbabwe, je pense que Grace Mugabe a fait l'erreur de sous-estimer l'influence du vice-président. Parce que le vice-président, il était très proche de l'armée. Quand vous prenez par exemple le général Constantino Chouanga, qui est le chef d'état-major, et quand vous prenez aussi le porte-parole de l'armée zimbabwéenne, Sibisoso Moyo, mais attends, c'est des gens qui sont très proches Emerson Mnangagwa. Donc, il est clair que si elle avait pris un peu de recul, elle pourrait peut-être pas passer après Robert Mugabe, mais peut-être après, j'allais dire, l'actuel vice-président qui est devenu maintenant président du Zimbabwe. Peut-être elle allait
être bien positionné. Mais ça aussi, ça interpelle pratiquement l'entourage des chefs d'État et les chefs d'État eux-mêmes par rapport à ce qu'on peut appeler les faits qu'ils peuvent avoir de l'influence de leur dame par rapport à la vie publique, parce que les gens sont là, ils regardent, ils sont de véritables observateurs de la vie publique et ils ont un mot à placer. Et si le mot n'est pas à placer, ils ont des actes qu'ils peuvent poser. Et voilà, c'est le cas. C'est ça. Alors, la pièce maîtresse de tout ce s'est joué au Zimbabwe depuis maintenant 2 semaines, c'est l'armée. Vous en faites cas d'histoire. Et c'est une armée, disons-le, idéologique, puisque c'est cette armée justement qui a obtenu l'indépendance du pays. Ce n'est pas la même réalité dans tout le pays avec les mêmes. C'est pas les mêmes armées. Il faut dire que dans tout le pays, l'armée a la même force. À tout moment, elle peut siffler la fin du jeu politique. Elle peut mettre un coup de pied dans la démocratie. Mais la gestion, après, c'est compliqué. Après, ce qu'on peut appeler des coups d'État ou des coups de force, c'est compliqué. Et de plus en plus dans les pays africains, les armées n'arrivent plus à gérer. Le coup d'État, on a vu avec Robert Gueye en Côte d'Ivoire comment ça finit. On a vu avec Dadis Camara, avec Sanogo au Mali, même avec Zida au Burkina, qui est obligé de s'exiler au Canada en ce moment. Donc c'est assez compliqué quand il n'y a pas cette symbiose-là entre les populations, les hommes politiques et l'armée. L'armée ne peut pas jouer ce rôle-là. Elle peut le jouer pour mettre un coup d'arrêt, mais elle doit mettre en place une transition. Et généralement, les militaires qui veulent gérer ce genre de transition, c'est assez difficile. Ça finit presque mal, à part ATT, qui a quand même réussi, qui malheureusement aussi, à la fin de ses mandats, n'a pas pu laisser une belle image de lui. Mais il avait quand même réussi une transition qu'il a passée après au civil, et puis il est revenu après. Mais dans la plupart du temps, c'est difficile. Mais l'armée peut jouer ce rôle d'arbitrage pour mettre fin à ce qu'elle peut appeler un désordre, créer une transition, d'où sa force est dans tous les pays, je crois même dans les pays occidentaux, où l'armée n'intervient pas beaucoup, mais égale toujours cette force-là et à tout moment, elle peut donc mettre la pression sur le pouvoir politique. Et en Afrique, le pouvoir de l'armée est intact, dans la plupart des pays, surtout en Afrique noire. Et donc les armées, c'est vrai qu'elles sont républicaines, mais elles sont, dès que quelqu'un a le pouvoir, elles sont déjà à son service. Mais quand elles ne sont pas d'accord, comme dans le cas de Mugabe, qui était quand même très aimé, qui avait le soutien de tous les pays de l'Afrique australe et surtout de l'Afrique du Sud, qui ne voulait pas surtout qu'on touche à Mugabe, mais raison des liens historiques entre les deux voilà, pays. c'était arrivé à un niveau où on ne pouvait que laisser l'armée faire. Et cette armée-là a su jouer son rôle. C'est vrai que c'est un coup d'État, mais elle a pu apporter ce maquillage. C'est un coup d'État propre. Hein, voilà, ce maquillage démocratique donc, à la chose. En amenant le président à démissionner, en laissant l'Assemblée d'abord menacer de le déchoir donc, du pouvoir de voter la défiance du président, mais qui a démissionné finalement et que les règles démocratiques donc, sont appliquées. Mais en réalité, c'est un coup d'État. Mais dans le cas zimbabwéen, on peut dire que l'armée a donné un coup de pouce, sauf que pour l'opposition zimbabwéenne aujourd'hui, incarnée par un certain Morgan Tsvangirai depuis des années, les choses ne sont pas plutôt bien vues parce que tout ce qui s'est passé, c'est vrai qu'il est sorti dans la rue pour soutenir les militants du vice-président Emerson, mais depuis la démission de Mugabe, il n'a pas été consulté, il n'est jusqu'ici pas associé à grand-chose dans ce qui est en train de se faire. Alors, c'est ce qui fait dire, est-ce que vraiment il y a changement au Zimbabwe? Peut-on parler? Puis c'est toujours la ZANU-PF, c'est toujours l'armée, celui qui incarne aujourd'hui cette réalité du pouvoir. C'est un proche de Mugabe, ce qui fait craindre justement un manque de coche, d'aller vers la démocratie véritable. En fait, ceux qui ont peur de ce que l'arrivée au pouvoir de l'ancien vice-président de Robert Mugabe, Emerson Mnangagwa, ils n'ont pas tant tort, hein, mais seulement les contextes ne sont pas forcément les mêmes. Parce que, vous savez, lorsque vous prenez par exemple l'intervention de l'armée est intervenue dans cette situation et a fait en réalité un coup d'État maquillé
comme on le dit comme ça, en respect des règles constitutionnelles mises en place. Mais il faut reconnaître quand même que les conditions et l'environnement ont participé d'une certaine manière à amener l'armée à avoir une certaine facilitation. Lorsque vous voyez par exemple ce qui s'est passé, vous n'allez pas par exemple me dire que tout ce qui s'est passé n'était pas aussi du grand sud-africain. Oui. C'est-à-dire que vous avez le vice-président qui était là-bas, qui était en réalité le chef d'orchestre de tout ce qui s'est passé là-bas depuis l'Afrique du Sud. Mais en réalité, vous prenez par exemple un pays comme le Zimbabwe, vous avez un taux de chômage qui fait plus de 90%. Donc ça veut dire que vous avez une situation qui à tout moment peut exploser et qui ne met pas en situation de sécurité économique et même sur le plan social les autres pays environnants. Donc en réalité, Robert Mugabe était à la limite supporté par les autres, mais supporté parce qu'il a un passé glorieux. Donc du coup, les gens étaient obligés d'accepter le vieux, malgré le fait que bon, il a mis l'économie tellement à terre et que maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que Emmerson vient au pouvoir, mais il sait qu'au-delà du fait que c'est l'armée qui a fait tout, la population a accru, parce qu'en fait, il n'y a pas eu de trouble quand l'armée... il n'y a pas eu de trouble. Ça veut dire que la population a accepté. Et juste après la lecture de la lettre de démission de Robert Mugabe à l'Assemblée nationale, on a constaté qu'il y a véritablement des scènes de liesse. Toute la population zimbabwéenne était contente. Et les gens ont manifesté les raisons pour lesquelles ils sont contents et ils ont dit en même temps ce qu'ils attendent. Et vous avez suivi le discours d'Emmerson ce vendredi lorsqu'il prêtait serment. Il a été un discours qui était focalisé beaucoup plus sur l'économie. Et il a lancé un appel pour que le Zimbabwe ne soit pas mis à côté de la communauté internationale et qu'il puisse travailler avec le reste du monde. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a une pression qui ne dit pas son nom vis-à-vis de Emmerson, l'actuel président zimbabwéen. Il est obligé de travailler, de faire en sorte que le taux de chômage diminue, l'économie puisse reprendre et puis sur le plan agricole, vous savez ce qui s'est passé dans le passé. Donc, Emmerson lui-même, comme on l'appelle le crocodile, est obligé aujourd'hui, qu'il soit crocodile ou pas, il est obligé aujourd'hui de faire un travail de sorte que les choses marchent au mieux. Maintenant, ce qui n'arrange peut-être pas, c'est que l'opposition zimbabwéenne s'est plus ou moins un peu affaiblie avec son leader Morgan qui est malade lui-même, qui n'est pas tellement en forme. Et donc ça fait que bon, plusieurs personnes se posent la question de savoir est-ce que, puisque en fait il va terminer le mandat de Robert Mugabe jusqu'aux élections l'année prochaine, mais je pense qu'il y aura un enjeu. Et donc pour lui, l'actuel président, s'il y a lieu de préparer le terrain pour son parti, la ZANU-PF, il va falloir qu'il travaille, sinon le MDC, quelle que soit la maladie de Morgan Tsvangirai, est là et peut constituer une menace à tout moment. C'est cela. Rencontre déjà un nouveau numéro, nous parlons d'abord de la situation au Zimbabwe avec le départ de Robert Mugabe. Alors, quelle issue, comment vous pensez qu'on peut, quelles étaient les garanties qu'on a données à Mugabe, parce qu'en temps, il a résisté avant d'accepter. Est-ce que vous pensez qu'on lui a donné suffisamment de garanties pour qu'il ne soit pas inquiété après le pouvoir, le palais présidentiel? Bon, c'est vrai que Mugabe ne s'est pas beaucoup exprimé. Ce que nous savons à travers nos confrères de l'AFP, c'est qu'il aurait quand même négocié certaines garanties, notamment qui ne soient pas poursuivies, et qu'on leur laisse vivre au Zimbabwe, donc jusqu'à sa mort. Et je crois que peut-être avant même qu'il ne parte, le statut d'ancien président a dû forcément lui être proposé, parce qu'on a vu quand même que d'autres pays sont venus donc accompagner tout ce travail-là qui a été fait avant sa démission. Et je crois qu'il prend sa retraite, il va se reposer. Maintenant, ça risque de ne pas être la même situation donc, pour son épouse, parce que déjà, elle l'a fait beaucoup dans les excès, donc profitant de la vieillesse de son mari et du manque. Donc, elle n'avait plus cette force-là de bien appréhender les choses, donc elle a fait beaucoup de choses qui peuvent donc la poursuivre. Mugabe peut bénéficier de cette immunité, mais pas elle, parce qu'elle n'était pas présidente en réalité. Et que l'épouse d'un chef d'État peut répondre donc devant la loi. Et je pense que par rapport à ce respect que l'Afrique tout entière voue à Mugabe,
pour toute sa contribution en faveur de l'émancipation du Nord en général, beaucoup plus dans cette partie de l'Afrique. Je ne crois pas qu'il sera réellement inquiété. Il doit pouvoir, sur le souhait, et s'il n'a pas envie, donc avec l'âge, ça m'étonnerait vraiment qu'il ait des moyens de mettre des bâtons dans les roues en don de son vice-président qui a pris le contrôle. Et donc, il pourrait peut-être, après avoir ruminé et digéré donc, cette défaite-là, donc se ranger et supporter donc, ce qui est en train de se faire. Et comme le disait Augustin, je crois que c'est une chance pour le Zimbabwe, parce que même les partenaires traditionnels que sont des pays comme l'Angleterre et tout ça, ont quand même déjà montré des signaux qui prouvent qu'ils sont prêts donc, à revenir soutenir un peu cette économie-là. Et je crois que Mugabe avait beaucoup plus des affaires personnelles à régler avec l'Occident. On l'a vu, l'Occident également avait des affaires personnelles à régler avec Mugabe. Aujourd'hui, c'est une page de l'histoire qui se tourne dans ce pays-là et je crois que c'est une chance parce que finalement, tout finit bien. Il n'y a pas eu beaucoup de dégâts. Le vieux a été déposé tranquillement et on espère que c'est une nouvelle ère donc, qui s'ouvre pour ce pays. Finalement, quel retenir de l'homme? Le rôle de l'indépendance ou bien le vieux dictateur qui a restreint les libertés individuelles de ses concitoyens? Quel retenir de Robert Mugabe? Non, mais en fait, je pense qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, lorsque vous suivez par exemple le discours de Emerson aujourd'hui, ce vendredi, vous allez constater que malgré le fait que l'homme est en train de succéder à Robert Mugabe, il a voué toujours un respect absolu à son mentor. Donc, Robert Mugabe, qu'on le veuille ou non, a du respect sur le plan africain. C'est le héros de la lutte pour la libération du Zimbabwe. C'est quelqu'un qui a lutté véritablement. C'est quelqu'un qui a tenu tête aussi à l'impérialisme. Donc, je pense que c'est quelqu'un pour qui l'Afrique tout entière faut un respect absolu. Maintenant, il faut reconnaître aussi, c'est vrai, à côté de cela aussi, il y a d'autres éléments à son actif. Il a travaillé dans son pays pour la santé et l'éducation, l'accès à l'éducation. Mais malheureusement, il faut reconnaître que Mugabe, c'est celui-là qui, au nom de certaines guerres qui sont plus ou moins des guerres personnelles qu'il avait aussi avec l'Occident, a laissé l'économie zimbabwéenne à terre, alors que c'est une économie qui avait du potentiel, c'est un pays qui avait du potentiel en matière économique. Donc aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, Zimbabwe, Robert Mugabe, j'allais dire, est présenté un peu comme un héros, on n'oublie jamais cela, mais il n'est pas tant sorti par la grande porte. Et en réalité, quand vous voyez, lorsque vous posez la question de savoir quelles sont les garanties, en réalité, le vieux lion savait où il allait. Parce que quand vous y voyez très clairement tout le scénario qui se passait lorsque l'armée a commencé à intervenir, on constate qu'en fait, Robert Mugabe, tout ce qu'il faisait, il savait où il allait, il gagnait du temps, il négociait déjà à côté. Il voulait avoir certaines garanties avant, donc il a gagné du temps. Et puis bon, finalement, ce qu'il savait qu'in fine, il risque d'être obligé de faire, il a fini par le faire. Après avoir eu un certain nombre de garanties et à la prestation de serment, la façon dont l'actuel président zimbabwéen a parlé de lui, on ne peut pas penser que c'est sous lui que Robert Mugabe peut être inquiété au Zimbabwe. Et donc, dans la succession, je pense que ça sera risqué. Rappelons qu'il n'était pas lui-même à la prestation de serment. Oui, il n'était pas là. C'est ça. OK. Alors, je ne sais pas, dans vos rédactions, vous avez eu l'écho de ces informations que la Chine serait derrière tout ce qui s'est passé au Zimbabwe parce que la Chine a beaucoup investi dans le pays. Vous avez aussi ça aussi? Bon, est-ce que la Chine serait derrière parce que le chef d'État major des forces armées zimbabwéennes a fait un voyage en Chine et il est revenu. Mais je crois que c'est plutôt la Chine qui est la grande perdante donc, de ce qui s'est passé parce que la Chine a beaucoup investi dans ce pays. Au moment où les Occidentaux ont plié bagages, au moment où il y avait une sorte d'embargo sur le Zimbabwe, c'était donc la Chine qui était le principal partenaire. Les affaires. Voilà. Donc aujourd'hui, avec cette nouvelle situation, c'est le retour en force donc, de l'Occident au Zimbabwe, donc qui va pouvoir forcément concurrencer la Chine sur certains terrains où la Chine était seule, parce que les Occidentaux
de par le comportement de Mugabe, n'étaient plus prêts à revenir au Zimbabwe. Aujourd'hui, ils vont revenir, ils l'ont déjà dit. Pour la plupart, les Blancs vont revenir et ils vont essayer donc de réinvestir dans ce pays qui a du potentiel. Donc, ça m'étonnerait que ce soit la Chine qui soit derrière, parce que plutôt la Chine perd avec le départ de Mugabe, c'est l'Occident qui va revenir en force dans ce pays. Moi, je pense plutôt que la Chine voulait se rétablir, soit pour que l'économie marche, parce que vous avez le blocage, n'est-ce pas, Augustin? Est-ce que vous n'avez pas ça sur cette année? Non, c'est vrai. En fait, ce que Germain dit n'a pas quelque chose de si mauvais. C'est-à-dire que quand on analyse ça, on constate quand même qu'à un moment donné, c'était la Chine qui était dans une situation de monopole, on peut le dire, dans plusieurs domaines, c'était pratiquement la Chine. Et on se poserait la question de savoir quel intérêt la Chine avait donc à faire chose. Maintenant, d'un autre côté, il faut reconnaître qu'avec le taux élevé de chômage et l'économie qui ne marchait pas, le taux de chômage a fait que le pouvoir d'achat est suffisamment diminué, a tellement baissé que la Chine, même seule, avec l'économie normale, puisque c'était devenu finalement une économie de crise. Donc ça ne marchait pas tellement. Ça fait que finalement, la Chine n'avait pas véritablement les retours sur investissement souhaités. Donc aujourd'hui, on risque d'avoir une guerre entre la Chine et les Occidentaux, mais qu'on le veuille ou non, avec une montée prévisible du pouvoir d'achat, la Chine, même s'il y a les Occidentaux qui viennent, aura plus gagné que ce qui se passait avant, parce que vous savez, lorsqu'on vous dit que dans un pays, il y a plus de 90% qui sont au chômage, ma foi, le pouvoir d'achat, il est où? Parce qu'on produit, à la limite. Donc, si le pouvoir d'achat, on constate qu'avec le temps, on a une bonne partie de la population qui augmente et qui a beaucoup plus de pouvoir d'achat, et on constate que la consommation a été relancée, eh bien, c'est à l'actif de tous ceux qui produisent, et même si d'autres viennent pour la concurrence, ça peut aussi aider la Chine. C'est cela. Alors, on va faire la transition vers notre pays, pour voir ce qui se passe chez nous. Quelles leçons on peut en tirer du cas zimbabwéen? Quelles leçons pour les autres pays ou les autres démocraties qui ont de la peine à décoller? La leçon qu'on peut tirer, première leçon, je pense pour la gestion de l'affaire publique, faire véritablement un distinguo avec l'emprise de la femme par rapport à la gestion de la chose publique, parce que même en Afrique, lorsqu'on nous prenons par exemple la Côte d'Ivoire, en Tunisie on avait vu ça entre-temps aussi, on constate que l'emprise extrême de la femme sur la gestion de la chose publique a des conséquences parfois très graves. Donc ça aussi, c'est une véritable leçon. Deuxième leçon, attention aux armées dans nos pays, parce que ce qui s'est passé au Zimbabwe peut faire des émules. Et les gens peuvent avoir tendance à copier. Mais il faut savoir que les contextes ne sont forcément pas les mêmes. C'est-à-dire que le contexte zimbabwéen est un contexte qui est tel que d'abord, ce monsieur, c'est au cours de la lutte de l'indépendance, l'armée lui voue pratiquement un respect absolu, parce qu'il a été un véritable acteur dans la lutte. Et donc ça peut faire des émules, mais attention à faire des calculs. Ensuite, en général, pour les pays africains, ce qu'on peut dire, c'est que la durée sur les pouvoirs commence à être quelque chose sur laquelle les gens ne s'accordent plus tellement. C'est une vérité en tant que journaliste à dire. Maintenant, il faut mener une réflexion dans ce sens-là. Mais il faut comprendre aussi pour les armées que, écoutez, les coups d'État, dans le sens classique, ça n'existe plus. Ça n'existe plus parce que au Zimbabwe, il y avait tous les éléments qui permettaient, mais bon, finalement, c'est vrai, au-delà du respect, les gens ont vu quand même que, écoutez, si nous prenons le système classique du coup d'État, eh bien, il y a la SADC qui ne va pas être d'accord avec nous, l'organisation sous-régionale en Afrique australe. Donc, du coup, il est très important que de façon stratégique, les gens comprennent leurs compétences et leurs limites, et savoir aussi que les contextes ne sont pas les mêmes, et aussi tirer les leçons de l'emprise parfois de la femme sur la politique publique. C'est extrêmement important. C'est ça. Des leçons à tirer du cas Burkina Faso? Oui, les leçons, déjà, c'est de plus en plus difficile sur le continent. Les successions familiales à la tête de l'État. C'est-à-dire quand ce n'est pas du père à l'enfant, c'est du mari à la femme. Donc, c'était le cas au Zimbabwe. C'est difficile. Et l'autre leçon à tirer, c'est l'usure quand même du pouvoir. Elle a 37 ans au pouvoir.
Et l'âge qu'il a aujourd'hui ne lui permet plus de travailler. Il ne peut pas travailler. Mentalement et physiquement, il n'a pas cette capacité de travailler, mais il a insisté. Et ça aussi, je crois qu'il faut savoir se retirer à temps et puis préparer sa succession. Je crois que c'est là le problème. Et Emerson attendait tranquillement son jour de gloire, se disant qu'il va travailler toujours dans l'ombre de Mugabe et que Mugabe, en partant, quand même, lui laisserait la place. Ce qui était sur le plan, au niveau du parti et tout ça, c'était pratiquement le schéma, puisqu'il était le vice-président, donc le dauphin du président. Donc, c'est quand la velléité de l'épouse a commencé, que ce plan-là, je ne sais pas si Mugabe, avec la vieillesse, ne s'est pas rendu compte qu'il faisait une grave erreur, ou peut-être qu'il s'est surestimé dans l'estime populaire des Zimbabwéens, en se disant que sa femme pourrait continuer l'œuvre qu'il avait entreprise. Peut-être qu'il s'est surestimé, il n'a pas pris en compte les difficultés réelles donc, des populations dans ce pays-là, et il a mal évalué la situation. Et puis la dernière leçon, c'est toujours ce rôle de l'armée dans la vie publique. C'est la grande muette, elle ne parle pas beaucoup, mais quand elle agit... Elle fait beaucoup de bruit. Quand elle agit, on voit le résultat que ça donne. Et donc c'est un acteur incontournable de la politique. C'est vrai que dans le cas zimbabwéen, elle a forcé un peu trop parce que c'est d'abord une affaire interne, un parti politique d'abord, où elle s'est mixée. C'était un coup d'État normal au départ. Mais là, elle a voulu que même au sein du parti, des choses bougent, alors que l'armée n'est pas censée être un organe d'un parti politique. C'est comme la jeunesse du ZANU-PF qui réclame qu'on rétablisse. C'est un peu cette image qu'elle a donnée. Mais la réalité, là, c'est que l'armée est un acteur incontournable dans la vie publique et dans la vie politique des nations. Voilà, nous venons donc chez nous donc, au Togo pour parler de ces soubresauts, ces marches de protestation depuis maintenant bientôt 3 mois, et nous sommes à l'étape de la marche d'un dialogue qui s'annonce. D'abord des discussions à l'extérieur, notamment à Paris, où toute cette semaine, les leaders de l'opposition ont été reçus par Alpha Condé, le président en exercice de l'Union africaine. Et, Augustin, à lire tous ces événements, qu'est-ce que ça augure, hein, de bon ou de mal, enfin, pour nous, dans les jours à venir, à quoi faut-il s'attendre? Écoutez, nous avons fait 3 mois où notre pays était, j'allais dire, sur le plan économique, un peu en stand-by, parce qu'il y avait des manifestations pratiquement tout le temps. Quand il y a des incidents, de véritables incidents sur l'économie nationale. Et nous sommes pratiquement en fin novembre, et nous sommes proches des fêtes de fin d'année. Il faut comprendre beaucoup de choses. Les marches, que ce soit des manifestations à tort ou à raison, ont eu de véritables impacts sur l'économie nationale. Donc, les Togolais, aujourd'hui, je vais dire, sont un peu comme fatigués et veulent voir leur pays présenter un autre visage. Mais il faut reconnaître que les 3 mois ont été des mois au cours desquels des manifestations ont été faites, et que ce soit du côté du pouvoir, bon, c'est l'opposition qui a le plus marché. Entre-temps, le pouvoir aussi est sorti pour des manifestations pour exprimer sa solidarité pour le respect des institutions de la République. Et donc, il y a eu à un moment donné un peu comme ce qu'on peut appeler l'équilibre des terreurs. Maintenant, après, c'est l'opposition qui a monopolisé la rue. Jusqu'à maintenant, il y a eu des cas, il y a eu mort d'hommes, parfois du côté de l'armée, comme du côté aussi des manifestants. On a tiré le son de ce qui s'est passé. Que ce soit du côté du pouvoir ou de l'opposition, il y a matière à dire. C'est-à-dire que, comme parfois, erreur en termes de calcul politique ou erreur en termes de management de manifestation, que sais-je encore. Mais ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, on en est arrivé à une situation où il y a une sorte d'accalmie. C'est-à-dire que on marchait pratiquement chaque jour. Entre-temps, c'était 3 jours dans la semaine, et cette semaine, par exemple, c'est seulement ce samedi qu'il y a manifestation. Cette accalmie, elle est bonne. Mais en même temps, elle est un peu un piège et une occasion. C'est-à-dire qu'en réalité,
nous ne pouvons pas aller, lorsqu'on va à un dialogue, même si c'est vraiment sur un front, même on demande aux belligérants de faire quand même une trêve avant d'aller vers le dialogue et discuter pour voir un peu les tenants et les aboutissants et voir qu'est-ce que nous pouvons avoir comme accord. Mais ce qui se passe est très bon, mais en même temps, il ne faut pas que du côté de l'opposition ou du pouvoir, on prenne cette accalmie autrement. Parce qu'en fait, moi je pense... accalmie? Moi, je crois que c'est... La relative accalmie, si je peux le dire, si voilà. on est passé, c'est-à-dire c'est par rapport à... Enfin, un référentiel donné. Moi, mon référentiel, c'est le nombre de manifestations, par exemple. Si on a quitté de 5, on est arrivé à 3, aujourd'hui on en est à 1, cette semaine du moins, c'est une relative accalmie, même s'il n'y a pas véritable accalmie. Maintenant, ça peut amener à un dialogue. Mais il faut que ce dialogue soit un dialogue franc cette fois, entre les deux parties. Qu'est-ce qu'on appelle dialogue franc? Et c'est que je pense être les éléments qui participent à cela. C'est bon parce que je constate que le voisin ghanéen fait de véritables tractations. Lorsque j'apprends que le voisin a rencontré des acteurs politiques ici à Lomé et au Ghana, il a rencontré l'opposition, il a rencontré à Londres Bokor, l'ancien ministre Akleso Bokor, il a rencontré Kofi Nyanyan, il a rencontré aussi, si je ne m'abuse, l'ancien ministre Solelo Pascal Bobiola, et il a rencontré sur le pouvoir. Donc, les tractations continuent. Par contre, il y a un élément qui constitue un appel vis-à-vis des politiques togolais. Que ce soit du côté du pouvoir ou du côté de l'opposition, il faut mettre de l'eau dans son vin. C'est-à-dire que lorsque vous prenez les revendications du genre départ du chef de l'État, il faut faire extrêmement attention parce que c'est le genre de revendication qui amène les gens à être braqués. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'on va aller à la discussion, à un dialogue, si on maintient cela comme une revendication. Ça braque les autres et je me demande comment on va démarrer. C'est vrai, les autres aussi ont demandé des préalables. Le pouvoir a libéré certains prisonniers, ce qui constitue déjà des éléments de satisfaction qui prouvent que bon, il y a une sorte de décrispation, mais peut-être que ça ne suffit pas au niveau de l'opposition, ce qui peut être à leur actif également. Ils demandent des préalables, mais je pense qu'en termes de préalables, avant d'aller au dialogue, il faut faire aussi extrêmement attention parce qu'on peut aller au dialogue et parler en préliminaire d'un certain nombre d'éléments avant d'amorcer le dialogue à proprement parler. Mais s'il faut parler de tous ces préalables avant d'aller, ça risque d'être un problème. Maintenant, du côté du pouvoir aussi, eh bien, il est très important que dans la discussion, dans le dialogue qu'il y aura avec l'opposition, que le pouvoir puisse donner un certain nombre de garanties à l'opposition, afin que ce que nous pouvons avoir comme, j'allais dire, accord, puisse être un accord à la limite applicable. Ce dont nous ne sommes pas sûrs que nous pouvons appliquer, il faut qu'on s'entende pour qu'on ait le minimum applicable possible. Parce qu'il ne suffit pas de signer des accords, mais il faut signer des accords qui peuvent être applicables et qu'on va appliquer. Et des deux côtés, les gens doivent savoir que nous devons mettre de l'eau à notre vin, sinon ça ne pourra pas, le Togo ne pourra pas avancer. J'avais beaucoup de tractations ces derniers temps. Hein? Vous espérez quoi de cette discussion? Mais on espère un consensus sur les réformes parce que c'est de ça qu'il s'agit. Parce que quand on parle de crise, depuis un temps, il s'agit donc d'une situation liée donc, à l'avènement des réformes préconisées donc, depuis l'APG et dont certaines n'ont pas pu être mises en route. Donc surtout les réformes concernant la limitation du mandat présidentiel et le vote du scrutin, donc à l'élection présidentielle à 2 tours. Je crois que c'est ça l'origine de ces manifestations, à moins qu'officieusement il y ait un autre agenda caché. Non, c'est clair, tout a été dit. Retour à la Constitution de 92, les réformes non, c'est deux choses différentes. Le retour à la Constitution de 92 n'est pas prévu par l'APG. Voilà, donc cette revendication... Oui, c'est à défaut de faire la réforme. Non, j'arrive. Cette revendication est née le 19 août. Le 3 août, CAP 2015 était dans la rue, c'est-à-dire 16 jours avant, on n'a jamais parlé de retour à la Constitution de 92. Donc cette revendication est venue après. Bon, maintenant, les experts se sont prononcés sur la possibilité ou non d'un retour pur et simple
à une constitution vieille de 25 ans aujourd'hui. Le débat, on le laisse aux experts. Mais je crois que sur la substance, c'est beaucoup plus la limitation du mandat et le vote à 2 tours pour que notre constitution soit un peu comme celle des autres constitutions, un peu les standards. C'est vrai qu'il y a encore des pays qui font le 1 tour, comme en Gambie, au Gabon et tout ça, il y a encore le 1 tour, mais dans la plupart des pays, c'est 2 tours, et puis le mandat est limité. Certains aujourd'hui cherchent à déverrouiller la limitation, d'autres l'ont gardé, mais je crois que c'est mieux de garder la limitation comme s'accorde généralement les Togolais. Alors il faut aller à cela. Et je crois que c'est un dialogue qui peut être facile si les gens veulent vraiment les réformes. Mais s'il y a autre chose derrière les réformes, ça va compliquer le dialogue. Si ce n'est que limiter le mandat et que désormais aucun Togolais ne puisse faire plus de mandats et que l'élection se fasse à 2 tours, je crois que c'est vite fait. Mais si derrière on se dit, bon, il faut que quelqu'un quitte le pouvoir ou il faut que quelqu'un ne soit pas candidat à une éventuelle élection, je crois que ça va être assez difficile. Mais on n'est pas encore là. Oui, je crois que c'est toute la difficulté, en fait. C'est toute la difficulté parce que ceux qui sont dans la rue, et la première revendication, c'est le départ du chef de l'État. Ils ne demandent plus la limitation, puisque depuis le 5 septembre, il y a un projet de loi qui a été introduit, qui a réglé en réalité cette question. Donc, ce n'est plus ça. Si ce n'est que ça, il faut juste parfaire le texte qui a été introduit le 5 septembre. Pour aller au référendum? Non, pas forcément. Peut-être pour faire la révision à l'Assemblée, ce qui va être moins coûteux et donc plus rentable pour le pays et plus intéressant parce qu'il y aurait cette option était déjà dépassée. Il y aurait eu... Bon, apparemment, elle est déjà dépassée, mais comme il y a un dialogue, le dialogue fait que parfois certaines lois sont mises sous éteignoir, certaines démarches, certains processus enclenchés peut-être ne pourront pas l'être, donc on verra. Si je crois que les gens s'entendent à l'Assemblée, on pourra économiser de l'argent pour ne pas organiser un référendum. Bon, mais s'il n'y a pas cette entente-là, je crois que la voie du référendum, qui est l'une des voies appropriées d'ailleurs pour adopter une constitution, je crois que c'est la meilleure, c'est mieux, c'est plus indiqué. À part le coût, c'est toujours mieux que les populations se prononcent quand même sur le texte fondamental donc d'un État. Mais dans notre situation, on aurait souhaité que cette révision peut-être se fasse à l'Assemblée pour être plus bénéfique. Donc pour que cet argent qui devrait peut-être servir à faire le référendum serve à autre chose, puisque les députés justement sont élus avec cette possibilité-là, dès que les 4/5e sont d'accord, qu'ils puissent réviser la Constitution. Et s'ils ne le font pas, ils sont payés pour ça, ils ne l'ont pas fait, le peuple sera obligé donc de faire ce travail. Alors c'est une coalition de 14 partis politiques, n'est-ce pas, qui mène la lutte, qui incarne la lutte populaire, justement au nom des populations. Et entre-temps, il y a eu cette hésitation. Est-ce que l'opposition a-t-elle raison de ne pas trop croire au dialogue, parce qu'on en a fait suffisamment, et alors qu'on relance encore le dialogue, est-ce qu'il faut y croire? Vous savez, en fait, on est dans une situation où quand on voit peut-être le nombre de dialogues qu'on a eu au Togo, on pourrait, dans une certaine mesure, dire que l'opposition aurait peut-être raison de ne pas croire à un énième dialogue. Mais ce qui est constant, c'est que quelle que soit la situation, quelle que soit la façon dont ça va être mené, il finit partout où besoin est. Et qu'on constate qu'il y a eu une situation qui est telle qu'entre opposition et pouvoir, on ne s'entend pas, on finit par le dialogue. Même si on est parti à la guerre, forcément il faut un dialogue. Donc je pense que l'opposition peut être dans une situation où elle peut ne pas croire au dialogue, mais elle n'a absolument pas de choix. Que ce soit le pouvoir ou l'opposition, personne n'a de choix que d'aller au dialogue. C'est pour cela, cette fois, je pense qu'il faut quand même qu'on ait des garanties. Moi, je pense, en tant que journaliste, petit journaliste que je suis, je pense que ce que se joue véritablement dans cette crise, c'est 2020. Je pense que l'opposition a mis la barre très haute. C'est un peu comme en technique de négociation, on met la barre haute et puis après avoir négocié, on amène ça. Je pense que le dialogue doit se faire en s'étalant à certains aspects, mais en
débouchant peut-être sur des décisions politiques. Il est très important que l'opposition prenne de la hauteur. Il est tout aussi important que le pouvoir et le chef de l'État prennent de la hauteur par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à ce qui se passe dans le monde et par rapport à la stabilité du pays, pour que, on puisse nous garantir de ce que demain sera relativement meilleur pour le Togolais. C'est extrêmement important. Mais je pense que d'un côté ou de l'autre, on n'a pas de raison à être braqué. Au niveau de l'opposition, on a constaté quand même que le pouvoir, il est toujours là. Il a quitté les manettes du pouvoir, ça c'est incontestable. Mais au niveau de l'opposition, on constate que même si on a la manette du pouvoir, l'opposition est capable, à travers ces manifestations, de déstabiliser un peu l'économie nationale. Même si elle ne peut pas déstabiliser les institutions, ça crée un véritable frein pour l'économie nationale. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, ce qui fait même qu'il y a un véritable frein, parce que les Togolais veulent, mais on est à l'approche des fêtes, les Togolais veulent quand même vivre une situation normale, vendre, gagner mais il faut que et le fêter. pays soit normal mais aussi il faut que d'abord. le pays aussi soit normal. Donc, d'un côté ou de l'autre, je pense que on doit avoir une responsabilité engagée, prendre la hauteur et essayer de regarder l'intérêt national. Et ça peut aussi consister à ce que le président convertisse ces 2 ans restants en transition, en période de transition. Écoutez, il y a des débats autour de cela. Certaines personnes parlent de gouvernement d'union nationale, gouvernement de transition. Je n'en sais absolument rien. Je ne suis pas politicien, je suis journaliste. Ce que je sais, c'est que quel que soit le baptême qu'on peut faire à la nature de l'exécutif qui existera après le dialogue, il est certain que des personnes sont allées à des élections présidentielles, ont gagné. D'autres sont allées à des élections législatives, ont gagné. Ils assument des responsabilités, mais une chose est certaine, c'est que quelles que soient leurs responsabilités qu'ils doivent être amenés à assumer, il y a une situation de crise qui n'est pas à sous-estimer. Il faut prendre ensemble cela et voir comment on peut faire une mixture et nous permettre d'aller plus calmement devant. C'est cela. Oui, l'idée est là, hein, de convertir les 2 ans restants du président. Bon, moi vous êtes dans cette logique? Est-ce que vraiment l'idée est là? C'est plutôt l'idée d'une transition qui n'est pas nouvelle. Depuis le collectif Sauvons le Togo, la plateforme revendicative du collectif Sauvons le Togo, c'était une transition. Mais je crois que là, l'opposition cherche un raccourci qu'il aura du mal à obtenir. Parce que la transition, on l'a déjà connue dans les années 90, où l'opposition était aux manettes. Elle n'a malheureusement pas su bien conduire cette transition. Ça n'a pas allé jusqu'au bout. Oui, la transition devait être courte, mais elle a été allongée volontairement, on ne sait pas qui, si c'est par Kofigo, si c'est par le HCR, en tout cas, on n'en sait rien. Au point où, finalement, le président d'alors, qui n'était que dans un rôle honorifique, a repris le contrôle de la situation. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans les années 90. Augustin le disait, il y a une assemblée qui a été élue en 2013, qui a dans le mandat pour jusqu'en 2018. On ne peut pas dire aux députés, on fait une transition, vous n'êtes plus député. Il y a un président qui est élu en 2015 dans le mandat pour jusqu'en 2020. On ne peut pas lui dire, il y a dialogue, vous n'êtes plus président, on fait une transition. Donc la transition ne s'explique même pas. Mais je crois que certains dans l'opposition caressent ce rêve-là, qui ne sera pas justifiable parce qu'il faut revenir en fait à l'origine de la crise. Il s'agit des réformes constitutionnelles en réalité. Limiter le mandat, parce que c'est le reconnaissons que ces réformes ont du mal à être opérées jusqu'alors, c'est ça qui provoque aussi. Oui, non, mais les gens, le 6 et 7 septembre, on dit dans la rue, on voulait les réformes avant, aujourd'hui on ne les veut plus, c'est trop tard, on veut le départ du président. Alors, vous marchez le 3 août, vous demandez les réformes, 16 jours après, vous dites, vous ne voulez plus de réformes, vous voulez le départ du chef de l'État. Bon, on a déjà parlé du cas Zimbabwe. Si l'opposition aujourd'hui, à partir de la rue, peut faire partir le chef de l'État, je crois qu'on a eu des manifestations plus monstres que ça. Donc, au temps du collectif Sauvons le Togo, où c'était véritablement quand même la société civile et les partis politiques qui étaient là-dedans. Aujourd'hui, c'est uniquement les partis politiques et quand on voit de près le gros pourvoyeur des manifestants, c'est évidemment le PNP. Donc, les autres sont fatigués après avoir marché près de 5 ans avec l'ANC, CAP 2015 et tout ça. Donc PNP a apporté du 109, n'est-ce pas, la contestation populaire, la mobilisation populaire? À la rue, oui.
mais pas populaire, parce que ça ne correspond à rien. On a beau dire qu'ils sont 100 000 personnes, qu'ils sont 18 000 personnes ou 5 000 personnes, ce n'est pas encore le peuple qui est dans la rue. La nouveauté, c'est que ce n'est plus seulement limité à Lomé, hein, c'est toutes les villes du Togo qui sont Oui, ça touchées. fait combien de villes du Togo? On vous parlera de 11 villes. Sur combien de villes au Togo? Il y a plus de 35 villes au Togo. Jusque-là, ce n'est pas encore la majorité. Et la majorité ne s'exprime que dans les urnes. Ce n'est pas dans la rue. Même à Lomé, en réalité, quand vous prenez les résultats de Jean-Pierre Fabre, il devait sortir plus de monde que ça. Parce que ceux qui votent pour Jean-Pierre Fabre ne sortent pas dans la rue. Pas parce qu'ils n'adhèrent plus aux idéaux de Jean-Pierre Fabre, mais parce qu'ils pensent que ce n'est pas là où il y a le débat. Sinon, les gens sortiraient. Il y a des électeurs de Jean-Pierre Fabre qui ne sortent plus, mais qui vont voter encore Jean-Pierre Fabre aux prochaines élections. Donc c'est pour dire qu'à un moment, à partir du moment où il y a des institutions démocratiques, que sont essentiellement l'Assemblée nationale, le gouvernement, la présidence de la République, il faut que ces institutions-là, dans lesquelles se retrouvent aussi certains partis de l'opposition, puissent jouer leur rôle et que les dialogues ou les concertations aient lieu. Maintenant, si on veut les mettre à côté et créer des cadres, malheureusement, le CPDC qui résultait de l'APG a été vite volé en éclats. Sinon, ça aurait été un cadre permanent qui aurait pu connaître de tous ces sujets-là. Malheureusement, ce cadre n'a pas existé. Maintenant, si c'est l'occasion de créer un autre cadre qui peut permettre de discuter en dehors des cercles que sont l'Assemblée nationale et les autres structures étatiques, ça peut être une bonne chose. L'essentiel, c'est que les Togolais s'entendent au maximum sur la manière dont le pays peut être dirigé pour que les mêmes objectifs soient atteints. Alors, beaucoup de consultations avec des personnalités même qui ne sont plus aux affaires. Hein. Vous parlez de l'ancien ministre de l'administration territoriale, Sabou Diona, et d'autres aussi pensent que l'AMID doit aussi être associé. On a vu ce qui s'est passé au Zimbabwe. Mais en fait, la problématique de l'immixtion de l'armée dans les dialogues politiques est une problématique qui est dégagée toutes les fois qu'il y a crise dans notre pays. Des gens ont dit qu'il n'est pas normal qu'un acteur aussi majeur ne soit pas impliqué dans le dialogue. Mais le problème, il est beaucoup plus complexe que cela. C'est-à-dire que vous avez quand même un pouvoir et une opposition de façon institutionnelle qui ne s'entendent pas sur un fait, la manière de diriger. D'accord? Donc, ça fait réfléchir. Est-ce que c'est opportun de faire intervenir l'armée? Je n'en sais absolument rien, mais je pense donc que... qu'elle soit consultée, parce que associée aux discussions. Je pense que c'est une question de bonne foi. Moi, je pense que c'est une question de bonne foi, de volonté politique d'un côté ou de l'autre. S'il y a la bonne foi, la volonté politique d'un côté ou de l'autre, même si l'armée n'est pas impliquée, on peut trouver des solutions idoines. Moi, je pense que ce qui est... Moi, je l'ai dit. Oui, des solutions qu'elle ne va pas mettre en cause. C'est pourquoi, justement, on veut aussi qu'elle soit associée aux discussions. Non, mais en principe, l'armée se veut une armée républicaine. Une armée républicaine n'a pas de définition de façon abécédaire. C'est quoi? C'est une armée qui est assujettie au pouvoir civil. Dans notre cas aussi? Oui, mais si ça doit être comme cela et que nous voulons que notre armée soit en principe une armée républicaine, ça veut dire que tout ce qui a comme discussion issue donc des politiques, que ce soit des politiques de l'opposition ou du pouvoir, s'il y a un accord, l'armée est tenue en principe d'aller. En fait, nous sommes dans un apprentissage démocratique et il est très important qu'on puisse le faire de façon... c'est vrai que c'est lent, c'est vrai aussi que nous n'avons pas le devoir aussi de faire cet apprentissage aussi lentement que les autres parce que nous avons vu ce qui s'est déjà passé, parce que nous n'allons pas vivre la Révolution française de 1789. Nous l'avons déjà vu. Nous avons déjà ce qu'il y a comme enseignement à tirer de cette révolution. Moi, je pense qu'il faut s'inspirer de cela. Essayer de voir un peu nos réalités et essayer de voir comment on peut avancer positivement. Mais fondamentalement, je pense que c'est une question de bonne foi, mais aussi de réel politique. C'est-à-dire que j'ai parlé entre-temps des éléments de l'accord qui sont réalisables. Si sur des points donnés, on constate que c'est des éléments plus ou moins irréalisables, inutile d'en parler ou inutile de perdre le temps sur cela. Mais il y a des éléments qui sont fondamentaux.
Les gens disent par exemple qu'il faut un scrutin à 2 tours, il faut que ce soit tel. Certains vont pour dire que ben, le chef de l'État, il a fait tel nombre de mandats en 2020. Mais discuter concrètement, je pense que c'est une question de réalisme. Et puis, le Togo n'est pas un pays en vase clos. Nous ouvrons sur le reste du monde. Tout ce qui se passe sur le reste du monde, on tire leçon de cela. Et par rapport aux réalités politiques, économiques et sociales de notre pays, on essaie de voir avec une certaine hauteur d'esprit pour voir un peu comment on peut aller. Parce que, bon, écoutez, à la limite, à un moment donné, la société togolaise en voudra aux politiques togolais parce qu'il y a eu tellement de dialogues. Mais finalement, on va où? Et cette fois, je pense qu'il faut que ce soit un dialogue qui soit pas le dernier, mais un dialogue qui nous offre le minimum. On s'entend sur le minimum. Et c'est très important là-dessus parce que nous avons un certain nombre d'éléments de revendication. Nous avons aussi des points sur lesquels nous voulons avoir des garanties ou ça. Mais sachons que lorsque nous allons au dialogue, nous ne pouvons pas avoir satisfaction à tout. S'il y a un minimum, mais consistant, c'est important. Et ce qui est important aussi, c'est quoi? Par exemple, pour le pouvoir, ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a eu manifestation. Il y a eu soulèvement. Ça a eu des incidences sur l'économie nationale. Ça a eu des incidences sur beaucoup de commerçants. Il y a eu mort d'hommes. Donc, aujourd'hui, l'opposition ne peut pas perdre la face. L'opposition, à travers ce dialogue, quittera forcément avec quelque chose de fondamental. Au niveau de l'opposition, il faut comprendre que cette histoire de démission du chef de l'État et tout ça, ça aussi, c'est un élément qui pose la problématique du respect des institutions. C'est-à-dire que, bon, mais finalement, on a un peu comme l'impression que nous pouvons être dans un pays, ben écoutez, on est élu démocratiquement, et puis on t'entend, bon, si quelqu'un a un pouvoir de mobilisation, il mobilise, et puis finalement, on met fin à certaines institutions qui sont démocratiquement élues. N'en déplaise à ceux qui pensent que ça, les élections se sont passées dans des conditions, pas de toute façon, il y a eu des élections qui ont été reconnues. Maintenant, il y a à mi-parcours, et ça c'est ce qui est important aussi pour les politiques, c'est que pour ceux qui sont au pouvoir, c'est que quelle que soit aussi votre élection démocratique, il faut savoir que si à un moment donné, la contestation arrive à un niveau, il y a le devoir de dialogue. Mais maintenant, le devoir de dialogue pour remettre totalement en cause les institutions mises en place, je pense qu'il y a problème. D'accord, ok. J'aimerais, on va essayer de conclure que cette émission, vous avez que dire en réalité, hein, et quel serait votre schéma de sortie de crise si on vous en faisait la demande? Non, est-ce que j'ai un schéma de sortie de crise? Non, je crois que les acteurs ont déjà la solution. Soit la crise, elle est ce qu'on nous présente, les réformes constitutionnelles. Ça, en 1 heure, en réalité, c'est fait. Soit on veut peut-être écarter un candidat de la prochaine course présidentielle. Il faut trouver une loi qu'on va personnaliser, ça sera assez difficile. Il faut créer peut-être un dialogue pour amener cette personne, ça sera assez difficile. Mais après, je crois que chacun doit se remettre au peuple, que ce soit par référendum ou au cours des prochaines locales ou législatives ou la présidentielle de 2020. Tous ceux qui aujourd'hui parlent au nom du peuple disent transporter les aspirations du peuple. Il faut qu'ils se battent pour que le peuple prouve cela dans les urnes le moment venu. Aujourd'hui, on assiste à une expression dans certaines rues, dans certaines villes. Mais je crois qu'en face, l'autorité qui se dit investie par un plus grand nombre tient compte quand même de la revendication des minorités, parce qu'en démocratie aussi, les droits des minorités doivent être garantis. Mais en même temps, quand ceux qui sont minoritaires dans les institutions disent mobiliser 20 000 ou 100 000 personnes dans la rue pour dire que c'est le peuple, il faut arrêter de jouer avec cette notion du peuple. On a vu la guerre des peuples, hein, chacun sur son peuple, on a vu, ce n'est pas ça. Je crois que les rendez-vous cruciaux sont là, ce sont les locales, ce sont les législatives et la présidentielle de 2020. Tous ceux qui prétendent pouvoir parler au nom du peuple, il faut qu'ils s'apprêtent pour être présents à ces rendez-vous. À condition que le climat soit assaini. Oui, on espère qu'il y aura la paix. Je crois que tout le monde veut dialoguer aujourd'hui. Ceux qui ont refusé les facilitations aujourd'hui se transportent
de plus en plus pour échanger, donc finaliser les contours. On espère que la promesse du chef de l'État, que ça sera ouvert dans les prochains jours, que ce dialogue s'ouvre et que, si possible, avant la fin de cette année, en 2018, on commence bien l'année et puis on n'est plus à devoir contourner les rues de Lomé parce qu'il y a manifestation par-ci par-là. Augustin, un second pour conclure cette émission. Non, si j'ai quelque chose à dire, c'est de demander aux acteurs politiques togolais de regarder beaucoup plus le passé pour essayer de voir comment ils peuvent mieux projeter le pays pour l'avenir. C'est très important que chacun se lève et que chacun comprenne que c'est ensemble que nous pouvons construire l'avenir de ce pays. Nous en avons tellement besoin. C'est très important. Évitons, c'est très important, d'exagérer ou de minimiser. Ça, c'est extrêmement important. Évitons d'exagérer ou de minimiser. Mais c'est très important. Et ensemble, je pense qu'en prenant de la hauteur, les politiques peuvent nous présenter la phase d'un Togo, la phase, j'allais dire, d'un Togo plus heureux que ce que nous connaissons aujourd'hui. Vivement que de bonnes choses soient